Euh, donc bonjour à tous. Donc merci pour ceux qui sont là déjà d'être parmi nous à la neuvième édition du webinaire du CMTL. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulier qui est le test logiciel appliqué à l'informatique quantique. Donc, il sera présenté par Jean-Baptiste Crougnot, donc, qui est expert en test et aussi qui fait partie du bureau du CMTL. Donc, n'hésitez pas à vous poser vos questions sur le chat pendant la présentation. Et à la fin, en fait, je prendrai les questions et je les poserai à Jean-Baptiste avant de clôturer le webinaire. Allez, bienvenue et je te laisse du coup la main, Jean-Baptiste. Merci Salima, bonjour à tous, et bonjour à ceux qui sont là et puis bonjour à ceux qui nous écouteront par la suite. Donc oui, un sujet un peu original aujourd'hui. On va parler de tests quantiques. Donc bon, tout le monde a dû entendre un peu parler de physique quantique vaguement, mais peut-être que maintenant aussi les gens savent que ça s'applique à l'informatique, ou ça essaye en tout cas de s'appliquer à l'informatique. Et donc, forcément, quand il y a de l'informatique, il y a potentiellement du test. Donc, c'est un peu le sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Alors, de quoi on va parler? Avant de parler de tests quantiques, on va être un petit peu obligé de parler de physique quantique et d'informatique quantique. Alors, ce n'est pas des sujets faciles. On va essayer de faire très simple. D'abord parce qu'on veut faire, on ne va pas faire trop long et trop vous ennuyer avec tout ça, même si moi, je trouve ça passionnant. Mais... Et puis, l'autre raison principale, c'est que je ne suis pas un expert de la physique quantique, très loin de là. Il y a une expression que j'aime bien, qui n'est pas de moi, mais c'est que la physique quantique, je ne comprends pas grand-chose, mais je vais vous l'expliquer quand même. Alors, enfin, en tout cas, on va essayer. Et après, bien sûr, on va aller voir un peu comment on peut appliquer ça. Alors, du coup, on ne va pas beaucoup parler de tests, hein, honnêtement, dans cette présentation. C'est une présentation que j'ai déjà faite alors, en anglais, dans un autre contexte. Mais je voulais la refaire en français parce que je suis plus à l'aise et puis parce que ça peut intéresser d'autres personnes. Et en fait, cette présentation, je l'avais faite en deux parties, donc c'est peut-être aussi ce que je ferai. Peut-être que s'il y a des gens intéressés, on fera une deuxième partie sur le sujet. OK, donc parlons d'abord de physique quantique. Alors, je dis un monde mystérieux, effectivement. Quand on essaye de comprendre un peu la physique quantique, on a tous du mal, hein, même les experts, hein, eux-mêmes disent que ce n'est pas très facile à concevoir, à se représenter, parce que ça, très souvent, ça vient un peu en opposition avec la physique classique et comment on se représente les choses, comment on se représente le monde. Alors, on va essayer de parler de quelques effets, quelques particularités de la physique quantique, parce que c'est des effets qui vont être utilisés ensuite dans l'informatique quantique. Donc, la physique quantique, alors d'abord, quantique, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est lié à la quantification, hein, donc c'est un des premiers éléments, une première caractéristique quand on parle de physique quantique et notamment donc de particules quantiques, c'est que quand on va mesurer certaines dimensions, certains éléments de ces particules, ce ne sera plus des mesures continues comme on a l'habitude, par exemple quand on mesure une distance, quand on mesure un temps, quand on mesure des choses comme ça, mais ça va être des mesures avec des valeurs discrètes et on va passer directement d'une valeur à une autre valeur qui n'est pas forcément continue. Par exemple, ça peut être la charge d'un électron ou des choses comme ça qui vont
prendre des valeurs complètement différentes sans qu'il y ait vraiment de transition. Voilà. Donc, c'est des valeurs discrètes. C'est un premier élément à considérer. Par exemple, quand on essaye de mesurer des choses sur un photon, donc évidemment sur des particules très petites, on a ce premier phénomène qui a noté. Donc, c'est des valeurs discrètes. Ça, c'est ce qu'on appelle la quantification. Alors, il y a d'autres éléments. Il y a aussi ce qu'on appelle la dualité onde-particule. Alors, ça veut dire que ces éléments, on va dire infiniment petits, ils ont un comportement qui est à la fois celui d'une particule. Donc, une particule, on peut imaginer une petite bille, par exemple, qu'on envoie dans l'air. Donc, elle a une trajectoire, elle va atterrir quelque part, on peut la localiser, on peut la suivre. Et puis, ils ont en même temps le comportement d'une onde. Et une onde, c'est quelque chose de moins palpable, évidemment, qui se propage dans toutes les directions, donc, qui est plus difficile à localiser de manière précise. Donc ça, déjà, ça aussi, ça fait partie des choses un peu difficiles à concevoir, qui viennent un peu contredire l'idée qu'on se fait de la matière, des choses qui existent autour de nous. Alors, bon, c'est difficile à concevoir, mais malgré tout, on peut le prouver, on peut le démontrer par des expériences. Notamment, par exemple, là, vous avez cette expérience qui est une des expériences les plus connues pour ce qui concerne cette problématique. Donc voilà, on envoie des photons. Alors, on pourrait imaginer qu'on est capable d'envoyer des photons, un par un, et on projette ça sur un écran sur lequel il y a deux fentes. Et puis, derrière, on met un deuxième écran sur lequel donc, on va regarder ce qui se passe, tout simplement, dans un premier temps. Et ce qu'on observe, donc, c'est des raies de lumière. Plutôt que d'avoir des points, si c'était des particules, on devrait avoir des impacts sur l'écran, au fond. Là, on a plutôt des raies qui sont répartis avec une certaine répartition. Et ça, c'est le propre d'une onde, en fait. Quand on envoie des ondes, il y a des interférences, et donc il y a des zones où ça va être plus marqué que d'autres. Ça dépend après du type d'onde, etc. Mais, donc voilà, là, ça pourrait dépendre aussi du type de particules qu'on utiliserait. Donc, c'est le comportement d'une onde, finalement. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On essaye par exemple, on va mesurer, on se dit, bon, c'est un photon, c'est une particule, on pourrait essayer de mesurer dans quelle fente, puisqu'il y a deux fentes, dans quelle fente passe la particule. En tout cas, on va essayer. Et à partir du moment où on essaye de mesurer dans quelle fente passe la particule, il y a un changement de comportement. C'est-à-dire que sur l'écran, cette fois, on ne voit plus une forme d'onde, mais on voit effectivement des points lumineux qui apparaissent. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, le photon se comporte comme une particule. Et ce changement de comportement, il vient simplement du fait qu'on mesure quelque chose. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui va être important en physique quantique, c'est que le comportement des particules va être affecté simplement par le fait qu'on essaye de mesurer une des caractéristiques de ces particules. Donc, tant qu'on ne la mesure pas, alors on verra justement, alors ça c'est l'effet de superposition, c'est l'effet suivant, c'est qu'on peut d'ailleurs démontrer qu'elle n'a en fait pas un état particulier, mais elle a plusieurs états simultanés. Que, par exemple, le spin d'un électron, il sera à la fois positif et négatif.
jusqu'au moment où on essaye de mesurer la valeur, où là, par contre, il prendra une valeur, soit plus, soit moins, par exemple, si c'est positif ou négatif. Et ensuite, cette valeur persistera. Donc ça, c'est encore quelque chose d'un peu compliqué à concevoir, hein, c'est que le simple fait de mesurer une des caractéristiques de la particule, ça va figer un état, alors qu'avant, il y avait plusieurs états simultanés. Alors ça, c'est aussi illustré par alors, ce n'est pas une vraie expérience, c'est une expérience, on va dire, qui avait été imaginée, mais qui n'a jamais réellement été pratiquée. D'ailleurs, elle serait probablement peut-être pas possible réellement à pratiquer, mais l'idée, c'est de dire, voilà, on met dans une boîte un chat, alors ce n'est pas très gentil pour le chat, hein, parce que l'idée, c'est, dans cette boîte, on met un chat et on met, on va dire, on imagine un poison, quelque chose, et ce poison, il est dans une fiole qui est fermée, mais l'ouverture de cette fiole est commandée par la réception d'une information quantique. Alors, on peut imaginer, par exemple, que c'est une particule qui pourrait être radioactive, et puis on va la laisser se décanter, et on ne peut pas prévoir, on ne peut pas prédire à quel moment elle va changer d'état. Donc, en fait, le principe, c'est que donc on ne sait pas quel est l'état de la particule, donc on ne sait pas si le poison a été, si la fiole a été ouverte ou pas, jusqu'au moment où on va essayer de regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et comme on l'a dit, hein, à partir du moment où on observe, on fige la valeur. Donc, on va ouvrir et, alors on ne peut pas prédire, mais le chat sera soit vivant parce que la fiole ne s'est pas ouverte, soit malheureusement décédé parce que la fiole serait ouverte. Et tant qu'on n'observe pas, on ne peut pas savoir. Et même, en fait, la particule, en quelque sorte, a les deux valeurs. Donc, on pourrait dire que le chat est à la fois vivant et mort, les deux en même temps. Qui, évidemment, encore une fois, hein, est difficile à concevoir. Et même d'un point de vue pratique, les experts nous disent que cette expérience n'est peut-être pas tout à fait représentative de ce que c'est que vraiment la physique quantique, mais ça aide à comprendre ce problème de superposition. Tant qu'on n'observe pas, on ne connaît pas la valeur. Alors, il y a d'autres valeurs qu'on ne va pas forcément illustrer par des expériences et tout, enfin d'autres caractéristiques ou d'autres effets. Il y a l'effet d'intrication. Alors, ça, normalement, j'ai quand même une petite illustration. L'intrication, c'est le fait que des particules peuvent être liées. Alors, elles ne sont pas liées par hasard, elles sont liées en général parce qu'elles sont issues d'une même source, par exemple, ou d'un même événement. Et donc, on a deux particules qui seront intriquées, c'est-à-dire qu'elles sont liées quelque part, même si elles vont, par exemple, dans des directions, par exemple, complètement opposées. On peut imaginer deux photons qui partent dans des directions opposées. Ils vont donc évidemment s'éloigner très rapidement, hein, puisque c'est la vitesse de la lumière. Hein. Alors, j'ai un petit trait qui vient d'apparaître, je ne sais pas si vous le voyez, mais je ne sais pas d'où il vient. Ce n'est pas grave, on va le garder comme ça. Excusez-moi, donc on a deux particules qui s'éloignent, qui sont intriquées, qui n'ont pas de valeur connue parce que superposition. Donc, on ne sait pas exactement quel est je sais pas, le spin de l'électron ou quelque chose comme ça, jusqu'au moment où on la mesure. Et là, ce qui est remarquable, c'est quand on va mesurer une des deux particules, ça va donc figer la valeur de cette particule et instantanément, il n'y a pas de délai, l'autre particule, qui est peut-être à des années-lumière, va elle aussi, par exemple, prendre alors, soit la même valeur, soit la valeur opposée, suivant le type, la nature de la particule, mais elle va réagir comme si elle était affectée par le fait qu'on ait mesuré ou
en effet voilà, quelque chose du côté de l'autre particule. Donc ça, c'est l'intrication, ça permet d'avoir un lien entre deux particules. Encore un phénomène assez mystérieux, et c'est un phénomène qui va être utilisé aussi en informatique quantique. Alors évidemment, j'anticipe un petit peu, mais l'information sera stockée dans des particules. On va utiliser à la fois le phénomène de superposition, le fait que ces particules auront peut-être plusieurs états simultanés tant qu'on ne la mesure pas, et aussi l'intrication, le fait que les différentes particules seront liées quelque part. Voilà, bon, c'est pas mal. Alors, il y a d'autres éléments, hein. Donc, l'indétermination, j'en ai déjà un peu parlé, c'est le fait que justement, on ne peut pas connaître la valeur d'une caractéristique d'une particule tant qu'on ne l'a pas mesurée. Et alors, le non-clonage, ça, c'est un peu différent. Ça, c'est vraiment important par rapport à l'informatique quantique, c'est que du fait qu'on ne peut pas mesurer… Alors, pardon, l'indétermination, j'étais un peu vite. C'est aussi le fait que on ne peut pas mesurer toutes les caractéristiques d'une particule en même temps. Dit autrement, si on mesure une caractéristique de la particule quantique, eh ben, on est incapable de connaître la valeur des autres caractéristiques. Parce que pour connaître les autres caractéristiques, il faudrait les mesurer, et en les mesurant, on va… Voilà, les autres caractéristiques, du coup, deviendront à ce moment-là indéterminées. Bon, ça, c'est un des éléments aussi de l'indétermination. Voilà. Et le non-clonage, alors c'est un peu lié à ça, c'est que le non-clonage, du coup, c'est impossible de dupliquer une particule en dupliquant absolument toutes les caractéristiques de cette particule, puisqu'elles sont indéterminées, qu'elles sont superposées, tout ce qu'on a dit. Alors évidemment, en informatique, c'est important parce qu'en informatique, on aime bien copier, par exemple, l'information pour pouvoir la stocker, pour pouvoir faire des opérations dessus. Alors là, c'est avec aussi une limitation. On ne pourra pas, comme en informatique classique, faire des calculs, avoir donc, par exemple, un registre de bits dans un état déterminé, et puis le copier et stocker l'information quelque part pour pouvoir la réutiliser plus tard. Bon, on ne va pas aller plus loin. Encore une fois, je ne suis pas un expert, j'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises, et surtout, le but, ce n'est pas de faire de la physique quantique, mais c'est de comprendre ensuite comment, avec tout ça, on va pouvoir, par exemple, construire un ordinateur quantique. Alors, je voudrais reprendre la main, si c'était possible. Un petit souci, je vais reprendre la main sur ma présentation. Voilà, merci. Alors, donc, ça, c'était la physique quantique. Passons à l'informatique quantique. Alors, l'informatique quantique, bon, voilà, peut-être vous en avez un petit peu entendu parler. On en entend parler ces derniers temps parce qu'il y a des avancées, comme toujours, hein, dans la science ou dans la technologie. On essaye d'avancer, mais ce n'est pas encore quelque chose qui est mature, quelque chose qui est voilà, où on a des appareils ou des ordinateurs qui marcheraient, disons, comme on souhaiterait qu'ils fonctionnent. Alors, on a quand même des ordinateurs quantiques qui existent. Il y a même des entreprises qui vendent des ordinateurs quantiques, mais qui fonctionnent pas à 100% de leur capacité, même très loin de ça. Alors, ça permet quand même déjà de faire des choses, mais on sera loin des phénomènes qu'on va essayer d'expliquer ici, hein, qui sont encore plutôt théoriques. Alors, on va expliquer aussi pourquoi d'ailleurs. Hein, mais… Alors, c'est un monde nouveau et on va parler de choses un petit peu différentes. La première, c'est qu'on ne va plus parler de bits. Hein. En informatique classique, on a des bits qui ont soit une valeur 0, soit une valeur 1. C'est déterminé. On peut donc justement les copier, on peut faire des opérations dessus dont le résultat est
est aussi déterminé à l'avance. Voilà, donc ça marche très bien, hein, depuis longtemps. Et les ordinateurs continuent encore, hein, de croître en puissance, en capacité de calcul, mais ils ne peuvent pas tout faire. Il y a des calculs, notamment dans certains domaines, comme je sais pas, la météo, comme aussi la chimie, par exemple, hein, pour simuler le comportement des particules, des molécules, etc. Les ordinateurs actuels sont un peu limités. Rapidement, il leur faudrait des mois, des années, voire même dans certains cas des millions d'années pour pouvoir faire certains calculs. En tout cas, pour le moment. Alors, on va remplacer ça, nous, par des qubits. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un qubit? Un qubit, justement, c'est une particule. Alors, on peut utiliser plusieurs particules, hein. Il y a des ordinateurs qui utilisent des photons, d'autres qui utilisent des électrons. Voilà, on peut utiliser différents types de particules. Et là, ça change complètement puisque ces particules ont un comportement quantique. Et donc, la valeur, c'est plus soit 0 ou 1, mais ça peut être les deux en même temps. Alors, on verra après, justement, alors c'est probabiliste, donc c'est-à-dire qu'il y a une certaine probabilité qu'on obtienne un 0, une certaine probabilité qu'on obtienne un 1. Ce qui sera d'ailleurs un avantage ici, hein, c'est ça qu'on va utiliser pour pouvoir faire des calculs beaucoup plus complexes et beaucoup plus rapidement qu'avec des ordinateurs classiques. Voilà. Après, un des problèmes avec ces qubits, c'est que ces particules, elles sont très sensibles à plein de choses. On a dit le comportement est modifié par le fait qu'on l'observe, mais aussi, bien sûr, s'il y a des contacts avec d'autres particules, avec de la lumière, avec plein de choses, et même certaines particules cosmiques qui traversent la Terre, nos corps et toute la matière en permanence. Tout ça peut venir perturber l'état et le comportement de ces particules. Ça, c'est le problème, ce qui fait que c'est pour ça que ces ordinateurs ne sont pas très stables aujourd'hui, ou que, en tout cas, quand ils font un calcul, il y a un certain niveau d'erreur dans ces ordinateurs, et pour l'instant, il est assez élevé. Et du coup, notamment, une des conséquences, c'est que quand on fait des opérations, en général, on va être obligé de refaire plusieurs fois la même opération pour voir d'une manière statistique quel est le bon résultat. Donc, on n'est pas sur du déterministe, mais on est sur du probabiliste. Alors ça, c'est le qubit qu'on représente comme ça sous une forme de sphère, hein. Et ça illustre bien le fait qu'il y a deux valeurs possibles, 0 ou 1, en théorie. Mais en fait, tant qu'on ne mesure pas la valeur, elle peut prendre n'importe quelle valeur. Alors en fait, si on veut théoriser cette valeur, elle se trouve quelque part sur cette sphère. Donc c'est le point qui est ici, en quelque sorte. Alors vous voyez des calculs, on ne va pas rentrer là-dedans, hein, c'est pas simplement pour essayer si on voulait déterminer où se trouve ce point dans la sphère. Et en fait, ça veut dire que ça correspond à des probabilités, que ce soit plutôt un 0 ou plutôt un 1. Donc, en fonction de la position de ce point sur la sphère, on aura une probabilité plus élevée que ce soit un 0 ou une probabilité plus élevée que ce soit un 1. Jusqu'au moment où on va mesurer la valeur, où là, donc, ce sera parfaitement un 0 ou parfaitement un 1, comme on l'avait expliqué. Bon. Admettons, hein, on est obligé d'admettre tout ça, hein, malheureusement. Du coup, les qubits vont être organisés aussi sous forme de registres, hein. Donc, comme en informatique classique, on a un registre de bits, on a 32 bits, 64 bits ou plus.
Eh bien, là, dans l'informatique quantique, pareil, on va avoir un ensemble de bits. Là, par exemple, on a 4 qubits. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, il y a des choses qu'on est capable de faire, c'est par exemple initialiser des qubits avec, donc cette fois, un pourcentage certain d'avoir une certaine valeur. Par exemple, ici, on représente en fait toutes les valeurs possibles de notre registre. Donc, il y a 4 bits, donc il y a 16 valeurs possibles. Et on est capable de l'initialiser en se disant, bon, voilà, on démarre avec une valeur 0, 0, 0. À ce moment-là, on est sûr à 100% que c'est cette valeur-là. On peut aussi faire certaines opérations sur un registre de qubits. Alors, on va parler de portes, on verra ça juste après, mais qui peuvent transformer ça, là aussi avec une certitude de 100%, en une autre valeur. Donc ici, par exemple, ce serait 1, 0, 0, 0. Et on a toujours 100% de chance que ce soit. Alors, je pense qu'on t'a perdu, Jean-Baptiste. À part ça, on n'est plus à Alors, 100%. Jean-Baptiste, il y a eu une coupure, je crois, de quelques minutes Pardon, il y a une coupure de quoi? De son, de tout? de son. Ah oui. Donc, mais de une minute, hein. Voilà. Oui, c'était arrêté, je ne sais pas. Je ne sais pas si je parlais déjà du registre des qubits, mais Je pense je que tu peux reprendre, oui, à pense partir ça. de... Ouais, exact. Je n'ai pas encore fini, donc ça tombe bien. Donc je disais simplement que donc on a des qubits qui ont des valeurs, alors qui peuvent être déterminées si on les mesure ou alors probabilistes. Et donc on est capable, quand on fait un registre de qubits, donc on va avoir plusieurs qubits, plusieurs particules, alors on est capable de les initialiser. C'est ce que j'expliquais ici, hein, c'est que ici, dans cette première phase, donc ça c'est les différentes, c'est les 16 combinaisons possibles, hein, depuis 0, 0, 0, 0 jusqu'à 1, 1, 1, 1. Là, à ce moment-là, on est sûr à 100% qu'on a des qubits qui ont la valeur 0, 0, 0. Ça, on est capable de le faire. On est aussi capable de faire des opérations, certaines opérations très simples. Donc, XGET, c'est pour inverser, par exemple, la valeur d'un bit. Et à ce moment-là, on est toujours à 100% de probabilité d'avoir une valeur, par exemple, 1, 0, 0, 0. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut après avoir des portes, donc c'est des portes quantiques, on va expliquer ça juste après, et elles vont affecter les qubits, mais cette fois de manière probabiliste. Alors là, vous voyez, si on fait par exemple cette opération, on utilise des portes qui s'appellent les Hadamard gates, et bien là, on se retrouve avec une chance qui est une répartition de probabilité qui est uniforme. Ça peut être n'importe quelle valeur, depuis 0, 0, 0 jusqu'à 1, 1, 1, avec une chance égale pour toutes les valeurs. Alors après, il y a d'autres portes, évidemment, qui vont les affecter autrement, et ces pourcentages vont évoluer suivant l'enchaînement des portes qu'on va utiliser, jusqu'à un moment où on va évidemment mesurer la valeur, et là, à nouveau, on va retomber sur 100% de probabilité sur une des valeurs parmi toutes les valeurs possibles. Donc, c'est comme ça qu'on peut travailler avec un registre de qubits. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, on ne travaille pas avec un nombre de valeurs définies avec 16 valeurs possibles, mais avec des probabilités. Et finalement, quelque part, tant qu'on n'a pas mesuré la valeur, on a un pourcentage, enfin plutôt un nombre de valeurs possibles qui est pratiquement infini. Encore une fois, jusqu'au moment où on va le mesurer. Donc voilà, donc ça, c'est les portes. En informatique classique, on a des portes logiques, hein, on fait des et, des ou entre les bits, par exemple.
Et on est certain, normalement, sauf cas très rare de dysfonctionnement, mais on peut prédire évidemment le résultat avec certitude. En informatique quantique, on va avoir des portes. Alors, c'est des portes qui vont donc transformer, avec un certain pourcentage de probabilité, un ensemble de qubits dans un autre état. Et alors là, ce qui est particulier, c'est que les portes, on peut en créer de plein de natures différentes. Donc, il existe plein de portes différentes et les experts en créent d'autres, des nouvelles régulièrement, qui vont faire des opérations plus ou moins complexes sur ces qubits. Bon, après, alors, je ne rentre pas dans le détail. Là, du coup, on fait des opérations matricielles à partir de ce moment-là. Voilà, donc on n'a plus des enchaînements de portes, on a de portes classiques, de portes logiques, mais des enchaînements de portes quantiques. Et à la fin, une fois que nos qubits ont traversé toutes ces portes quantiques, on mesure pour obtenir une valeur certaine. Et donc, comme on l'a dit, s'il y a des interférences, ça risque d'affecter les calculs. Et donc, évidemment, on risque d'avoir un résultat qui serait incorrect. C'est le problème des ordinateurs aujourd'hui, des ordinateurs quantiques. C'est pour ça que ça limite leur pouvoir, leur capacité de faire des calculs très complexes en très peu de temps. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire de la mesure. C'est qu'à un moment donné, notre qubit, il a une probabilité d'avoir une certaine valeur en fonction de tout ce qu'il a traversé comme porte avant. Et puis, au moment où on mesure, là, par contre, c'est soit un 0, soit un 1. Ça ne peut pas être autre chose. Alors, pour vous donner quelques ordres d'idées, pourquoi ce serait intéressant d'avoir un ordinateur quantique qui marche bien ou très bien, c'est que du coup, il est capable de faire des opérations extrêmement complexes en une fraction du temps nécessaire pour un ordinateur classique. Les ordres de grandeur, c'est parfois, sur certaines opérations complexes, en cryptographie par exemple, c'est qu'en théorie, un ordinateur super puissant classique, il lui faudrait des millions, voire des milliards d'années. Donc on se dit, on est tranquille, personne n'arrivera à décrypter nos algorithmes. Et puis, un ordinateur quantique, en théorie, pourrait faire la même chose, mais lui, en quelques minutes. Donc, on passe de milliards d'années à quelques minutes. Et donc là, alors bien sûr, en cryptographie notamment, c'est un sujet parce que ça voudrait dire que tous les algorithmes de cryptage actuels, ils seraient obsolètes. On pourrait casser le cryptage à tout moment. Donc, voilà. Donc, pour finir, c'est pour expliquer qu'il y a des perspectives immenses, notamment en termes d'intelligence artificielle également, et puis, comme je l'ai dit, pour simuler des phénomènes complexes comme de la chimie ou d'autres choses comme ça. Alors, du coup, l'informatique quantique, alors on est presque au bout, je vous rassure. L'informatique quantique, c'est des choses assez étranges, comme vous voyez, même assez jolies éventuellement. Ce qu'on voit sur la droite, c'est un… Alors, ce n'est pas le processeur, il est tout petit, il est au bout, mais c'est toute la machine qui permet d'utiliser un processeur ou même un coprocesseur quantique parce que il faut notamment que ça soit dans une température proche du zéro absolu. Enfin, il y a plein de conditions, bien sûr, dans un noir absolu. Donc, un ordinateur quantique, c'est en fait un ordinateur ou des ordinateurs classiques pour contrôler toute cette machine. Et donc, ce processeur quantique qui va faire, dans des temps très courts, des opérations extrêmement complexes, mais qu'on va sûrement répéter plein de fois à cause de ces risques d'erreur, des choses comme ça. Donc, pour vous donner aussi un petit ordre d'idée, cette image qu'on voit sur la droite, c'est quelque chose qui peut faire 1,50 m, voilà, qui peut être presque la taille d'un homme. C'est encore des appareils assez volumineux. Donc, on en arrive, on a essayé d'expliquer un peu ce que c'était qu'un ordinateur quantique.
c'est quelque chose qui pourrait être révolutionnaire, vraiment, hein, largement autant que l'intelligence artificielle actuellement, par exemple, même plus peut-être. Mais alors, il y a plein de choses. Donc, bon, c'est des algorithmes, c'est de l'informatique derrière, et donc il faut faire du test. Alors, on va retrouver des concepts qu'on connaît, hein, en tant que testeur, des concepts de vérification, de validation. Alors, on l'applique à quoi, d'abord? On peut l'appliquer aujourd'hui, notamment à tester les ordinateurs quantiques eux-mêmes. C'est-à-dire, là, c'est plus une question de matériel, et notamment, est-ce qu'on serait capable de détecter les erreurs, même de faire de la correction d'erreurs, ce qui permettrait de réduire ce problème d'interférence. Donc, on peut tester les ordinateurs, le matériel. C'est un premier domaine. On peut tester ensuite alors, la partie vraiment coprocesseur quantique, ce qu'on vient d'observer, là, le fameux. Alors, il y a du matériel, mais il y a aussi du logiciel, parce qu'il y a le logiciel qui pilote ce coprocesseur. Et ça c'est un logiciel, donc il faut le tester pour vérifier qu'il fera bien les opérations. Donc, quand on dit contrôler, hein, ça veut dire être capable d'appliquer les portes quantiques. Donc, c'est des opérations complexes, hein, sur des particules, pas des choses triviales. Donc, le logiciel, évidemment, derrière n'est pas simple non plus. On a un autre domaine, c'est les émulateurs de coprocesseurs quantiques. Comme ces coprocesseurs quantiques, alors ils ne sont pas parfaits aujourd'hui, ils coûtent cher, et voilà, c'est un gros matériel. Alors, il existe évidemment des émulateurs qui permettent de faire des simulations d'algorithmes quantiques purement sur des ordinateurs classiques qui vont émuler. L'avantage, c'est que du coup, c'est un coprocesseur, on va dire, idéal. Lui, il n'y a pas d'erreur. L'inconvénient, c'est que ce coprocesseur, cet émulateur, doit simuler le comportement quantique des particules, et que ça demande beaucoup de temps et d'efforts. Donc, ça permet de simuler des algorithmes quantiques, mais bien sûr pas dans les temps d'un vrai processeur quantique, hein, très loin de là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à tester? Alors, les portes quantiques, on a dit, les portes quantiques, c'est des choses qui doivent être créées d'un point de vue d'abord théorique, et puis ensuite d'un point de vue physique, matériel. Et donc, ça aussi, il faut tester leur comportement, vérifier qu'elles ont bien le comportement attendu ou théorique, et surtout aussi qu'elles sont fiables, hein, là aussi, dans le temps. Donc, on a bien sûr des gros problèmes de fiabilité, et puis des problèmes de performance, et puis des problèmes après de logique, hein, des problèmes fonctionnels. Et puis, alors, le dernier aspect, ça va être bien sûr les algorithmes eux-mêmes. Ça, c'est ce qui s'approche le plus peut-être du test informatique comme on l'imagine en général. Les algorithmes quantiques qui deviennent de plus en plus complexes pour faire des calculs complexes. Et donc, comme un algorithme classique, il va falloir tester qu'il donne bien les bons résultats dans toutes les situations, qui fait bien le travail attendu, sachant que, bien sûr, ce sera en général des calculs extrêmement complexes, voilà, sur l'univers, sur l'infiniment petit, sur tout ce que vous voulez. Donc, sûrement pas des choses simples à vérifier et à tester. Donc, malgré tout, comme le petit schéma en bas l'illustre, on va parler de vérification, de validation. Ça doit vous évoquer des choses. On va parler de revue, on va parler de tests boîte noire, de tests boîte blanche. On va parler même de débugage éventuellement. Ça, c'est intéressant, hein, le débugage. Juste un petit mot là-dessus, ça pourra être l'objet de la prochaine présentation, mais imaginez donc on a un algorithme, c'est une suite de portes quantiques, et pour connaître le résultat, on doit mesurer le résultat à la fin. Le problème, c'est que si on veut regarder ce qui se passe au milieu, et qu'on mesure la valeur au milieu de l'algorithme, entre deux portes,
On a dit qu'à partir du moment où on mesure, on fixe les valeurs et donc on perd tout le côté superposition, intrication des particules. Et donc évidemment, à partir de là, on ne peut plus continuer l'algorithme. Voilà, c'est perdu, quoi, hein. Le calcul s'arrête là et on ne peut plus reprendre ce qu'on peut faire normalement dans un ordinateur classique. Donc il y a plein de choses plein de problèmes à résoudre, hein, plein de choses à concevoir autour de ça pour pouvoir faire du test quantique, c'est-à-dire du test sur des ordinateurs quantiques. Autant dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment de la recherche, c'est des perspectives pour le futur, mais c'est du coup très intéressant et passionnant parce que ça sera un jour un vrai problème à résoudre et à traiter de manière concrète. Voilà, donc comme je l'ai dit, je n'ai pas beaucoup parlé de tests finalement, j'ai surtout parlé de la physique et de l'informatique quantique, mais on pourra parler de tests de manière un peu plus détaillée, peut-être dans une deuxième présentation. Pour finir, juste pour dire que tout ce que je vous ai dit ici, c'est essentiellement tiré d'un ouvrage rédigé par Olivier Ezrati, un ouvrage qu'il met à jour régulièrement, chaque année pratiquement. C'est un gros pavé, hein, c'est un ouvrage qui fait pas loin de 1200 pages, mais qui est une bible vraiment, enfin, un recueil d'informations gigantesques sur la physique quantique, sur l'informatique quantique et sur tout ce qui va autour. Et à droite, un petit schéma qui montre ce qui est en train d'être développé aujourd'hui en termes d'ordinateurs et d'informatique quantique. Donc, évidemment, toutes les grandes entreprises travaillent dessus. C'est vraiment un sujet d'avenir qui fera probablement une grande différence entre les gens qui maîtrisent et les gens qui ne maîtrisent pas l'informatique quantique. Voilà, merci pour votre attention. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de bugs techniques, que vous avez pu entendre l'essentiel. Non, je pense que c'était juste le petit truc, mais c'est bon. En tout cas, c'était riche. Ça, je pense que ça vaut le coup après de faire, comme tu as dit, une deuxième présentation un peu plus focus sur le test. Et en plus, ce qui est impressionnant, voilà, comme il y a quand même pas mal d'entreprises qui sont sur le coup, et c'est l'avenir, quoi. Oui, toutes les entreprises Les se jettent grosses dessus. entreprises. On voit hein, quand on Exact. est capable de faire en quelques minutes ce qu'un ordinateur, un gros ordinateur classique fait en des milliers, des millions d'années, on Mm. comprend l'intérêt, Ouais. hein. L'intérêt, l'investissement, effectivement. Bah, je pense qu'on peut clôturer Eh ben, le webinaire. Merci, merci à tous d'avoir écouté, d'écouter après sur YouTube. Et merci, merci Jean-Baptiste. merci Salima, à bientôt. À bientôt. Au revoir.